Salut les amis, comment ça va? Une vidéo pour changer très matinale. Là, il doit être à peu près 8 h du matin. Là, je suis en France. Ouh, c'est un peu frais. On est quoi, température en dessous de 10. Donc, je me suis dit, allez, je vais vous faire une petite vidéo. Je suis rentré là en France. Pour ceux qui suivent les stories, j'ai donc un proche qui était à l'hôpital dans un état très critique. C'est une personne très âgée et en plus qui a des comorbidités, c'est-à-dire des antécédents. Et donc du coup qui a eu le Covid malheureusement. Et donc voilà, c'est comme pour beaucoup, voilà, la situation était très compliquée. Donc comme ça se dégradait, parce qu'il y a eu en plus d'autres, des embolies pulmonaires, ainsi de suite, qui commençaient aussi à s'ajouter. Donc je suis rentré en début de semaine. Et Dieu merci, ça va beaucoup mieux, son état s'améliore grandement et on espère qu'il sortira prochainement. Je voulais vous faire cette vidéo pour justement, parce que j'ai passé, ça fait une petite semaine que je suis ici en France, que j'ai pu observer, analyser les différents services administratifs, hospitaliers et autres. Et donc je me suis dit, tiens, ça c'est le moment de vous faire une vidéo où je vais vous présenter en trois parties. Première partie, une petite analyse de ce que je vois concrètement. On fait beaucoup on va dire un peu de théorie avec les différents invités, que ce soit Anis et d'autres personnes dans le service médical. Ok, et là, je voulais confronter un peu cette théorie avec ce que je vois dans la réalité concrètement. Donc, première partie, une analyse économique de ce que je vois ici en France. Ok. Deuxième partie, mes prédictions de la France 2020 à 2030, ok, parce que on a fait pas mal d'analyses entre 2010 et 2020, et au moment où je me suis expatrié, il sera intéressant de faire une sorte de projection sur 2020-2030, qu'est-ce qui risque de se passer. Et en troisième partie, les conclusions, solutions concrètes que je vous recommande très vivement. Première partie, analyse de terrain de ce qui se passe en France, et probablement vous en avez entendu parler, vous avez également, vous l'avez certainement constaté ce que je vais vous dire. L'idée, c'est pas d'être dans une optique de plainte, mais vraiment d'être dans une analyse objective, ok, pour pouvoir ensuite passer à la deuxième partie sur la prédiction 2020-2030. Alors, déjà, on doit commencer d'un point de vue économique, clairement. Suite à la crise financière, la crise bancaire de 2008, ce qu'on a appelé quantitative easing, c'est-à-dire de la planche à billets, pour pouvoir relancer l'économie. Concrètement, l'économie, il y a quelques outils qui vous permettent de relancer une économie pour que les gens consomment, il y ait de la production, ainsi de suite. Et là, malgré les différents leviers comme le taux d'intérêt qui était extrêmement bas, et qui est toujours très bas historiquement, ça ne suffisait pas pour relancer l'économie. Ce qu'il a fallu, c'est faire appel aux banques centrales, donc les différentes banques centrales, pour pouvoir injecter de l'argent frais et que cet argent circule dans l'économie pour relancer l'économie. Donc on a eu cette crise financière en 2008, ok, mais qui en réalité, les conséquences se sont propagées, se sont répercutées tout au long de cette décennie entre 2010 et 2020. Ce quantitative easing, c'est-à-dire cet argent frais qui a été imprimé pour relancer l'économie, quel est son niveau? Le directeur de la Banque centrale ne voulait pas tout de suite faire cette politique de rachat finalement de la dette publique auprès des banques, de donner de l'argent aux banques en rachetant de la dette publique. Au début, donc c'était assez timide, assez timoré. Je crois qu'ils ont investi à peu près 60 milliards, c'était pas suffisant. Draghi, ancien banquier, lui, il a décidé de casser la tirelire. Il a investi massivement, c'est-à-dire qu'il a imprimé des billets et il a arrosé tout le marché. Concrètement, cette planche à billets, entre ce moment entre 2009-2010 jusqu'à 2020-2021, c'est à peu près plus de 2000 milliards qui ont été investis de manière régulière. Grosso modo, 60 milliards chaque mois ont été réinvestis dans l'économie pour pouvoir la relancer, jusqu'à 2020-2021. Okay, c'est pour vous dire que cet impact de cette crise financière, eh bien, elle s'est répercutée jusqu'à maintenant. Il a fallu injecter de l'argent frais. Bien sûr, cet argent n'est pas magique. C'est-à-dire que, en réalité, elle est quelque part magique sans rentrer dans le détail, mais on nous fera croire que c'est le peuple qui va devoir rembourser tout cet investissement. Okay, concrètement, comment? Eh bien, sous une sorte de
de plan d'austérité qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire qu'on va diminuer un maximum les services publics pour pouvoir renflouer les caisses, on va dire. Parmi les différents services publics qui sont extrêmement touchés justement par ce plan d'austérité, on a les services hospitaliers. Comme vous savez, depuis des années, depuis le 2010, il y a une réduction des effectifs, il y a une réduction des moyens qui sont extrêmement massifs et qui ont été dénoncés depuis de nombreuses années, qui n'ont pas été forcément écoutés. Et du coup, on se retrouve en 2020 avec cette crise sanitaire, un manque de lits en réanimation, et puis un an plus tard, ça se reproduit. On a la même épidémie presque et même problème. Toujours un manque de lits de réanimation et en réalité ça date depuis de nombreuses années et aucune décision politique pour pouvoir investir et pouvoir répondre à ce problème-là, alors que cette crise a tué un grand nombre de personnes, on compte à peu près 100 000 personnes, on n'a pas investi là-dessus. On ne va pas rentrer dans le détail, on sait tous comment ça a été extrêmement mal géré, que ce soit du gel, masque, à tous les niveaux, vaccins, ça a été extrêmement mal géré puisque d'un côté on nous explique qu'il y a un manque d'argent, qu'il faut réduire les coûts, et de l'autre côté par contre, Big Pharma, on arrose. Et c'est ce schéma-là qu'on va retrouver à chaque fois pour tous les services. À chaque fois on va avoir d'un côté le public, et donc le peuple, on va serrer un maximum les dépenses. Par contre, on va être un peu plus généreux avec les grosses industries. Donc concrètement, l'Europe passe une commande d'1 milliard auprès de Gilead pour son traitement Remdesivir. Le lendemain, juste après cette commande, l'OMS fait un communiqué expliquant que le Remdesivir ne traite pas de manière efficace le Covid, voire même à des effets secondaires. Donc il y a eu, par exemple, 1 milliard envoyé comme ça à une société, une multinationale, multimilliardaire, pour un traitement qui n'est absolument pas efficace. Juste si cette somme-là avait été allouée pour des lits de réanimation, vous voyez, donc on voit bien comment cet argent est distribué. Ça, c'est pour la question hôpital. Après, on peut faire une analyse quasi équivalente pour les autres services. Par exemple, l'éducation. Vous l'avez vu, tout ce qui a été mis en place pour l'éducation online, ça a été extrêmement laborieux et donc du coup, forcément, ça développe davantage d'inégalités, de problématiques pour l'enseignement des jeunes. Pareil pour la sécurité. Moi, quand je suis arrivé à l'aéroport, au niveau de la douane, c'était juste un gag. Donc, tu dois faire un test PCR. Tu passes le PCR, tu vois, avec le test officiel que tu reçois directement par mail avec un QR code que j'avais fait en Turquie, donc un truc assez carré. Tu t'attends que tu remettes le document, on te le scanne et on vérifie qu'effectivement ce document est officiel. Rien du tout. Tu as une personne qui est là, qui demande les tests PCR, qui regarde comme ça à l'œil nu et qui regarde si c'est bon ou pas. Il y a un vrai problème, c'est-à-dire que en termes de, il n'y a plus de sous. C'est simple, il n'y a plus de sous en tout cas pour le peuple. Il y a peut-être des sous pour les grandes industries, mais pour le peuple il n'y a plus de sous. On va par contre te taxer un maximum, mais pour les dépenses, on va les réduire au minimum. Mais pour moi, quand je vois tout ça, et avec un regard extérieur bien sûr et du recul, ça me rappelle à chaque fois l'histoire de la grenouille. De la grenouille que, si tu la jettes dans l'eau bouillante, dans une casserole d'eau bouillante, elle va réagir tout de suite, l'eau elle est bouillante, donc elle va réagir et elle va essayer d'avoir une réaction pour sursauter, pour s'échapper. Par contre, si tu la plonges, si tu la plonges dans cette casserole d'eau qui est au début fraîche et que tu augmentes la température progressivement, au début elle va sentir une eau tiède, puis ensuite ça va commencer à se chauffer, puis après avoir les jambes engourdies, le corps qui va commencer à être paralysé, puis elle va commencer à transpirer, ainsi de suite, jusqu'à qu'elle va mourir ébouillantée. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Ils arrivent tout doucement à diminuer ses dépenses, avoir bien sûr une inflation des prix qui augmente en parallèle, avoir de moins en moins de dépenses, de plus en plus de stress, de plus en plus de tension, et le peuple en fait, comme c'est fait de manière progressive, il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte, il pense que c'est normal, il pense que c'est dû à tel et tel problème à côté, ou des choses éventuellement qu'il a mal faites, ainsi de suite, alors qu'en réalité la situation est très critique. Et face à cette situation qui est extrêmement critique, si des décisions nettes, claires, ne sont pas prises à ton niveau, et pas en espérant que demain ça change tout seul, ou en espérant qu'un politicien, juste en mettant un petit bout de papier dans une boîte, que les choses vont changer, si tu ne mets pas ces choses en pratique
claires, des nouvelles résolutions pour pouvoir changer de vie, tout simplement, ça risque d'être extrêmement de plus en plus compliqué. Deuxième partie, prédiction 2020-2030. Alors c'est très simple. Tu l'as vu, en 2008, on a dit qu'il y avait une crise bancaire. Cette crise bancaire, pour pouvoir s'en sortir, ils ont fait du quantitative easing, appelle ça en fait, ils ont demandé de l'aide. En gros, imagine que la France, si tu veux, son niveau de dette est supérieur à son PIB. Dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle une faillite comptable. C'est-à-dire que dans une entreprise, quand tes dettes sont supérieures à tes assets, à tes actifs, tu es comptablement en faillite. Et donc du coup, tes créanciers reprennent la main, donc mettons les banquiers, tes prêteurs et tout, reprennent la main pour gérer bien ta société. Okay, parce que c'est une faillite comptable. Là, on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, ses dettes sont supérieures à son PIB, à ce qu'elle génère. Okay, bien sûr, il faudrait prendre aussi les actifs en compte, ainsi de suite. Mais là, son créancier, donc la Banque centrale, prend la main, en gros, il dit « Ok, moi je vais rallonger de la monnaie fraîche pour pouvoir relancer ton économie. En revanche, en contrepartie, il va falloir serrer tes dépenses. » Okay, donc, suite à cette crise financière, il y a eu, comme je te disais, en l'espace de plus de 10 ans, eh bien, la Banque centrale a allongé de 2500 milliards. Mais en l'espace de plus de 10 ans, ça a été régulier, 60 milliards grosso modo chaque mois. Okay, alors au début, ils pensaient que ça allait durer que 1 an, 2 ans, et en fait, ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas. Donc ils ont continué, ce qui nous donne 2500 milliards à ce jour, et ça continue, comme tu vas le voir. Cette crise, maintenant, sanitaire de 2020, là, on est à un autre niveau. C'est pour ça que c'est très inquiétant. On est à un autre niveau, puisque là, ils ont dit, ok, on va allonger, tiens-toi bien, 1850 milliards à dépenser d'ici mars 2022, de manière progressive. Donc ça veut dire que, en gros, pour te faire simple, tu vas dépenser en 2 ans, à cause de la crise sanitaire, okay, tu vas dépenser à peu près en 2 ans ce que tu as dépensé en l'espace de 10 ans pour la crise précédente, la crise bancaire. Donc, tes dépenses, ta demande d'aide étant importante, ton remboursement et tes exigences, donc tes diminutions de dépenses seront également très importants. Tu comprends là où je veux en venir. Et donc, ça signifie que 2020-2030 va être 3 fois ou 4 fois plus rigoureux, plus, on va dire, difficile en termes de droits, en termes d'aide, en termes de dépenses, en termes de, voilà, tout ce que tu peux un peu espérer de son état. Okay, parce que les dépenses, l'aide a été largement plus importante. Et ça, c'est ce que l'on sait aujourd'hui. Ces 1850 seront dépensés d'ici 2022. Probablement, il va devoir encore rallonger pour les prochaines années à venir. Okay, donc, ça signifie, dès que tu vois quantitative easing, quand tu vois planche à billets, tu te dis forcément derrière, dépenses publiques vont être serrées. Pouvoir d'achat, ça va se réduire. L'inflation, le coût de la vie, boum, va augmenter. Donc, contrôle, l'État va envoyer un maximum de contrôle sur les business pour pouvoir récupérer de l'argent là où il est. Okay, des amendes, des taxes, des impôts qui vont augmenter, ainsi de suite. Donc, tu l'as compris, ça va être très compliqué. 2020-2030 va être largement plus tendu et plus compliqué que ce qu'on a connu entre 2010 et 2020. Pour moi, il y a 2 grands perdants. Premier perdant, c'est les petits business où il y a très peu de barrières à l'entrée. Tu ne mets pas beaucoup de barrières à l'entrée, tout le monde peut rentrer. Ceux qui ont un capital ou qui ont perdu leur job ou qui étaient dans des plus gros business, ils vont tout de suite s'intéresser à ces business-là. Faible barrière à l'entrée, ils vont avoir peut-être plus de moyens, ils vont pouvoir rentrer, se partager le gâteau. Et en réalité, il va y avoir une concurrence qui va se développer de plus en plus, des marges qui seront de plus en plus faibles parce que les prix vont diminuer, plus l'offre est importante, plus le prix diminue, et tout en prenant en compte que la demande, les clients, comme ils ont moins d'argent, puisqu'il y aura plus de chômage, plus de coûts élevés, eh bien la demande sera aussi plus faible. Donc les petits business avec une faible barrière à l'entrée vont beaucoup en souffrir. Deuxième, c'est les métiers avec peu de qualification, okay, ou du moins beaucoup de gens qui peuvent rentrer dans ce type de domaine de métiers manuels et autres,
où pareil, voilà, il va y avoir les gens qui avaient des petits business, imaginons, ou des gens qui perdent leur job, qui vont se rabattre sur ces jobs-là. Alors là, bon, tous les petits jobs, que ce soit de transport, que ce soit tous les petits jobs manuels, il va y avoir donc une concurrence plus forte et donc du coup des plus grandes difficultés naturellement à joindre les deux bouts. Souffrait énormément à la fois de l'automatisation, de la robotique, de la digitalisation, ainsi que les autres business. Là, ça va s'accentuer encore plus avec la digitalisation, la robotique, l'automatisation, mais en plus, toujours maintenir le dumping social, c'est-à-dire avec l'immigration, qui fait que les salaires diminuent, puisque on va avoir une main-d'œuvre qui est encore moins chère et qui rentrera en concurrence. Donc ça, c'est une vraie problématique qu'il faut prendre en compte dès maintenant et anticiper par rapport à la décennie qui arrive. Troisième partie, les solutions concrètes qu'on doit mettre en place dès maintenant. C'est bien de faire cette analyse de la situation, je pense pour la plupart, on est tous d'accord là-dessus. On l'a en partie ou complètement déjà analysé. Deuxième partie, prédiction 2020-2030, on a compris, ça va être encore plus compliqué. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que l'on doit mettre en place, qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire? Alors, première chose qu'on ne doit absolument pas faire, selon moi, c'est tous les business qui nécessitent un capital important. Parce que tu vas avoir un retour sur investissement qui va être beaucoup plus long, et se projeter sur de longues années, pour moi, ça me semble très risqué. Tu l'as vu, en période d'épidémie, avec les restrictions qui peuvent tomber du jour au lendemain sur des business et toucher des business ou certaines pans de l'économie, ça peut tomber et partir sur un gros investissement, nécessairement, ça fait que ton retour sur investissement va demander de plusieurs années, peut-être 10 ans. Moi, quand j'ai commencé à peu près à investir, pour moi, un business, je me disais toujours, un business dure à peu près 10 ans. Tu as une courbe comme ça, où les premières années, ça met un peu de temps à décoller, on va dire la première, deuxième année, si ton business marche, bien sûr, si le business ne marche pas, ça c'est réglé, mais pour les business qui marchent, voilà, tu as les premières années où c'est un peu difficile, et puis après, tu commences, ça se développe bien, et après, tu as une vitesse de croisière. On va dire au bout de la deuxième, troisième année, ça commence à être bon, et au bout de la quatrième, cinquième année, tu commences à récupérer ton investissement finalement, et après tu as les dernières années, plus ça dure, et plus tu rentres dans ton, on va dire, dans ton bénéfice. Pour moi, les business maintenant, on doit être dans une logique de à peu près 3 ans. Il faut faire en sorte que ce que tu vas investir, tu te dis, par rapport à ce que j'ai investi, par rapport à ce que ça va me dégager, il faut que d'ici 3 ans, 4 ans, je puisse non seulement récupérer mon investissement et ensuite bien sûr avoir une marge pour pouvoir mettre de côté et pouvoir voir l'étape suivante. Donc on doit s'inscrire sur 3 ans, allez, si ton business il dure même 5 ans, c'est top. Mais il faut être dans cette logique-là. Et pour être dans cette logique-là, tu ne peux pas partir sur des business à plusieurs centaines de milliers d'euros. À mon sens, déjà moi en 2010, j'étais déjà dans cette logique-là, et c'est pour ça que dans ma formation Resto Million, avant le Covid, j'expliquais déjà qu'il fallait absolument pas partir sur des capitaux, des investissements importants et plutôt privilégier des petites surfaces. Pour moi, il fallait être dans un investissement à moins de 100 000 euros. Maintenant, je suis encore plus radical, je pense qu'il faut même être à quelques dizaines de milliers d'euros, voire moins de 10 000 euros dans ton investissement. Donc ça signifie privilégier les petits formats. Comme tu as un petit capital, forcément ton retour sur investissement il sera plus rapide. Donc du coup, si le business tourne au bout de 3 ans, 4 ans, pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a une crise, parce que je sais pas, il y a des restrictions, parce que tu as une concurrence qui arrive, parce que voilà, toutes les raisons que tu peux imaginer, au moins tu as récupéré rapidement ton investissement, et tu as pu idéalement même mettre de côté pour la prochain business. Deuxième erreur qu'il faut absolument ne pas commettre, et je t'en parle en connaissance de cause également, parce que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup produit il y a plusieurs années, c'est de dire, voilà, imaginons que tu as un business, il marche, félicitations pour toi, c'est super, il génère de l'argent, ça te permet d'avoir un revenu, et tu dégages même une marge, tu mets de côté, super. Et là tu te dis, purée, le business il marche super bien, tac, j'ai envie de repartir, j'ai envie de relancer la machine pour faire grossir mon business et le développer de plus en plus. Ça, c'est vraiment le business, c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Il faut impérativement se diversifier. Partir d'une logique, j'ai un business qui marche, tant mieux, je continue,
c'est mon revenu principal, c'est super, je passe le gros de mon temps dessus. Par contre, je mets de côté pour d'autres sources de revenus, pour développer d'autres sources de revenus, pour ne pas dépendre que de mon business, ok, pour me diversifier, autrement dit. Il faut absolument avoir différentes sources de revenus. Le jour où il y a un problème, concurrence, une crise, des restrictions, tout ce que tu veux, si tu es bloqué sur ce business principal, tu seras embêté, mais tu ne seras pas en situation critique, parce que tu as d'autres sources de revenus qui sont certes limitées, mais tu en as d'autres qui te permettent de, je sais pas, de payer, on va dire, tes besoins primaires, logement, nourriture, ainsi de suite, le temps que l'autre, ça reparte. Okay, donc il faut impérativement s'interdire de lancer un business qui marche super et se dire je remets tout all-in, je mets tout dans la même boîte, parce que le jour où tu as un blocage, eh ben, tu mets en fait tous tes œufs dans un même panier, comme on dit, et après c'est fini. Tu es bloqué et tu peux tout redémarrer à zéro. Donc ça, il ne faut vraiment pas le faire. Il faut retenir les leçons de cette crise 2020, comprendre que tout peut arriver, que tout peut être même pire que ce que l'on peut imaginer. Et donc il faut prévoir en ayant différentes sources de revenus. Deux sources de revenus qui sont très intéressantes et que je te recommande vivement: l'immobilier, première. Deuxième, la finance. Pas du trading, bien entendu, mais de la finance, de l'investissement intelligent, parce qu'on sait que la finance, sur du long terme, les grosses boîtes, eh bien, augmentent. Hein, si tu prends les cotations de toutes les grosses boîtes, hein, notamment de la tech, puisque c'est celle qui cartonne beaucoup, mais pas que, eh bien, si tu prends leur courbe sur 10 ans, sur 20 ans, tu verras, elles sont toutes comme ça. Okay, donc, impérativement, de débloquer une partie pour un projet immobilier, une partie pour du financement en tout ce qui est bourse. Si tu veux en savoir plus, je t'en parlerai, je ferai des playlists sur l'immobilier, même sans crédit, et ensuite, bientôt aussi, je te ferai sur l'investissement. Ok, donc ça, c'est deux sujets qui sont importants. Comment concrètement tu t'y prends? Pour parler simple, tu as un compte professionnel qui te permet de recevoir donc ton argent de ton business. Super. Avec ce compte professionnel, je pense que tu le fais déjà, tu t'envoies un virement sur ton compte personnel, c'est-à-dire ton salaire, pour voilà, de bien différencier et pas avoir de tout mélanger. Tu t'envoies ton petit revenu, tu sais exactement, par mois tu dépenses tant, tu t'envoies, ainsi de suite, tu laisses le reste sur ton compte pro. Jusque-là, très bien. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ouvres deux autres comptes. Tu as des comptes pro, même et perso online, que je te recommande parce que voilà, ils sont très faciles d'utilisation, comme Revolut, N26, pour les comptes pro comme Conto. Voilà, c'est très simple. Tu envoies, donc tu te crées ces comptes et tu envoies 10%, 20% selon ton chiffre d'affaires, ton résultat de ton business. Mais envoie-moi une partie sur un compte qui va être dédié à ton investissement immobilier chaque mois. Et un autre pourcentage, 10%, encore une fois, 10, 15, 20, ce que tu veux, sur un autre compte pour l'investissement en bourse. Ok, ça, c'est important. Bien sûr, c'est une fois que tu as payé tes impôts, une fois que tu as payé ton salaire, ainsi de suite. Tu regardes ce qui te reste et tu fais ça. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir cet argent qui va s'accumuler. Et toi, à un moment, en tant qu'entrepreneur, tu vas dire, mais mon business, il marche et j'ai de l'argent. Pourquoi je le laisse à la banque en train de dormir, à rien faire? Je vais l'utiliser, à faire quoi? Je vais développer mon business. Et là, tu vas commencer à te lancer sur un autre truc, tu vas rester sur le même business, et s'il y a un souci, s'il y a un blocage, et en plus, j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu lances un business, très souvent le premier ça marche, ou voire parfois même le deuxième ça marche, et à vouloir répéter, on pourrait croire qu'on gagne de plus en plus d'expérience, mais en réalité, il y a des choses qu'on s'est pris la tête quand on était à nos débuts, qu'on ne va pas forcément reproduire par la suite, et souvent on a un échec. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas très pour lancer plusieurs fois, sauf dans des cas précis, plusieurs fois le même concept, et encore une fois, se diversifier pour les raisons que je t'ai expliquées précédemment. Donc si tu peux faire ça, ce serait l'idéal. Une fois que tu as payé tout ce que tu avais à payer et que tu vois qu'à la fin, sur ton compte, il te reste de l'argent, eh bien, tu t'envoies sur ces deux comptes-là pour ton investissement immobilier et ton investissement en bourse. Je te détaillerai sur d'autres vidéos prochainement comment t'y prendre exactement. Alors maintenant, quels sont les business sur lesquels tu dois absolument t'intéresser? Je te l'ai dit,
premier, c'est pas un business, mais c'est de l'investissement, donc immobilier et la bourse. Bien sûr, il faut avoir de l'apprentissage, il faut avoir des connaissances, on ne va pas se lancer comme ça dans tous les sens, mais ce sont deux sources de revenus très intéressantes, parce que sur du long terme, ça prend toujours de la valeur, et l'autre chose, c'est que ce sont des collatéraux, comme on dit, de l'économie, c'est-à-dire que l'économie nationale protège ses investissements, que ce soit l'immobilier, qui sont une source de revenus très importante des banques, ok. Donc ils ont tout intérêt, même si tu passes pas bien entendu par une banque, mais ils ont tout intérêt que le niveau de l'immobilier continue à augmenter. Okay, donc ça c'est un premier élément. Donc ça te permet de te dire que l'immobilier c'est un sujet qui est en partie protégé. Et la bourse c'est un peu la même chose. Parce qu'on nous fait croire que quand ils impriment des billets, que cet argent va aller dans l'économie pour la fluidifier, ce qui n'est pas tout à fait vrai. En réalité, une fois que c'est prêté aux banques, les banques investissent énormément, font du crédit immobilier pour des particuliers et des entreprises, ok, donc ils prêtent ça à ceux qui sont les plus solvables pour continuer à acheter de l'immobilier, ça leur permet de dégager des revenus et de maintenir un prix de l'immobilier élevé. Et l'autre chose, c'est qu'ils investissent énormément dans des titres financiers. Du coup, c'est pour ça que tu vois, la bourse, elle est décorrélée de la réalité et qu'elle reste toujours élevée. Donc c'est pour ça que ces deux sources de revenus sont intéressantes, parce qu'elles sont finalement protégées, okay, en partie. Ensuite, tu vas voir les autres business, et le premier business évident sur lesquels on va s'intéresser, c'est les business digitaux, l'e-commerce. Comme tu le sais, c'est un des gagnants. Tout à l'heure, on a parlé des perdants, justement, en 2020-2030. Eh bien, les gagnants en 2020-2030, c'est ceux qui sont dans le digital, et notamment l'e-commerce. Et quand je parle d'e-commerce, je pense à fabriquer un produit et ensuite le vendre sur Internet, que ce soit en utilisant la plateforme Amazon ou Cdiscount ou ce que tu veux. Eh bien, tu sais que là, par exemple, avec les restrictions, partout c'est fermé, les gens achètent massivement, par exemple, sur ces plateformes-là, qui ont connu un chiffre d'affaires qui a explosé, des stocks qui ont explosé, des stocks d'actions qui ont explosé, ainsi de suite. Donc, nous, on va s'intéresser aux business qui ont un gros potentiel sur le futur. L'e-commerce en fait partie. L'autre type de business pour lequel moi je recommande, c'est les business. On peut rester sur des business traditionnels, que ce soit de la resto ou centre de coiffure ou ce que tu veux, mais un petit format. Parce que bien sûr que les gens continueront à avoir besoin de ces services ou des produits sur du physique, du traditionnel, comme par exemple la restauration, mais il faut que le format change complètement, qu'on reste sur des petits investissements, qu'on reste sur des petits espaces, plus petits espaces possibles pour pouvoir livrer nos produits, et donc du coup avoir, comme je le disais précédemment, un investissement faible et une rentabilité la plus courte et la plus intéressante possible. Alors bien sûr, pour tout cela, il faut impérativement se former. Forme-toi où tu le souhaites, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des vidéos, que ce soit en passant une formation officielle, publique, ce que tu veux, ou se former auprès d'entrepreneurs ou de personnes qui ont certaines activités qui sont autour de toi. Mais apprends comment s'y prendre, comment bien mettre tout ça en place pour pouvoir mettre en application le plus rapidement possible sur les sujets que je viens de te dire. Parce que pour moi, très clairement, le monde se divise en deux catégories, comme le dit la citation dans le film. Il y a ceux qui creusent et il y a ceux qui ont le flingue. Ceux qui creusent, pour moi, c'est ceux qui se reposent sur une expérience ou sur un métier ou sur simplement une source de revenus, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient entrepreneurs, et qui n'apprennent rien du tout, qui ne se développent pas, qui ne se diversifient pas. Ils se reposent sur leur laurier, simplement en observant la situation, en la voyant se dégrader, un peu comme la grenouille qui sent l'eau se réchauffer de plus en plus, qui sentent qu'ils sont de plus en plus paralysés, mais voilà, ils ne passent pas à l'action, ils ne font rien, juste ils espèrent que les choses s'amélioreront demain. Ce qui est sûr et certain, c'est que la décennie qui arrive 2020-2030, sans être négatif, mais simplement réaliste, elle sera pire que 2010-2020. En termes de dépenses, en termes de chômage, en termes de situation même politique, médiatique, avec cette façon de manipuler, d'opposer les peuples les uns contre les autres, justement pour détourner des vrais problèmes. Donc ça, c'est sûr. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que tu creuses? C'est-à-dire que tu restes
tout seul dans ta logique en disant voilà, moi je sais faire que ça, je fais que ça et je cherche pas à comprendre, j'espère juste en me plaignant, j'espère que demain sera meilleur. Ou au contraire, il y a ceux qui ont la deuxième catégorie, ceux qui ont le flingue, qui se disent attends, moi je suis pas une victime, je passe à l'action, concrètement je me forme, j'apprends. Encore une fois, quelle que soit la source d'apprentissage, choisis-la, prendre des cours, lire des livres, regarder des vidéos, se former auprès d'entrepreneurs, mais forme-toi. Apprends sur les sujets que je viens de te dire, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur l'investissement en bourse, que ce soit sur les business digitaux, que ce soit les business pour les automatiser, de petits formats. Forme-toi auprès de qui tu veux, mais forme-toi, apprends, diversifie-toi. Ne reste pas avec une seule source de revenus, car tu es en grand risque. Et s'il doit y avoir une autre crise majeure en 2030, eh bien, elle risque d'être encore plus violente. On l'a vu en 2000, il y a eu la bulle Internet, ça fait une petite crise. Moi, je l'ai connue puisque je sortais d'études à ce moment-là. J'ai pris 6 mois de chômage, alors que bon, je m'étais dit, avec mon master en informatique, ça allait tout de suite enchaîner rapidement. J'ai pris 6 mois de chômage dans la vue et galéré ensuite avant d'avoir un bon poste. Mais c'était rien par rapport à la crise de 2008. Okay, et qui n'est rien par rapport à la crise de 2020, et ainsi de suite. Donc, forme-toi, apprends le plus possible. Moi, je propose différentes playlists, donc que ce soit sur la restauration, que ce soit sur les business automatiques. Je propose des vidéos, des playlists voilà, qui sont accessibles sur ma chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin, tu veux te former sérieusement, je propose par exemple une masterclass où il y a 7 formations dans lesquelles bon, il y a plusieurs sujets donc, de formation de la restauration. Avec chaque formation contient plus de 50 vidéos, des 7-8 heures, voire parfois sur certaines formations 10 heures de contenu. Et ce qui est intéressant sur la masterclass, c'est qu'en plus on fait du coaching, 2 coachings par mois. C'est-à-dire qu'avec moi, on se voit 2 fois par mois et donc on échange, on répond, tu vois, pour pouvoir échanger par rapport aux problématiques, répondre aux besoins, aux questions, ainsi de suite. On fait ça 2 fois par mois. Et il y a aussi un groupe privé pour pouvoir échanger entre tous les participants. Encore une fois, choisis ta source de formation, mais forme-toi pour pouvoir diversifier tes sources de revenus et ne pas subir la crise qui va être violente pour la prochaine décennie 2020-2030. Je te dis à bientôt, bis and kiff, prends soin de toi et de tes proches. Ciao, ciao. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Oh.